Bonjour, je suis le docteur Blanc. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'anatomie générale. Alors en fait, on va surtout parler de base pour que vous ayez les informations clés afin de comprendre les cours un peu plus spécialisés que vous aurez après, aussi bien en anatomie que en physiologie. Bien entendu, ce sont des bases d'anatomie sur l'ORL. Alors, quand on parle d'anatomie, d'abord, il va falloir savoir comprendre comment sont faits les schémas qu'on présente. En anatomie, il y a des règles d'orientation spécifiques qui ont été mises en place. Toutes les coupes d'anatomie sont faites par rapport à un sujet de référence, c'est-à-dire un patient qui va être debout, les bras le long du corps, paume vers l'avant. À partir de cette position anatomique de base, on va ensuite pouvoir définir différents types de coupes. Trois principales que l'on va voir maintenant. Tout d'abord, des coupes axiales ou transversales, où on va couper le patient en deux, comme on peut le voir sur le schéma ici. Et par définition, ces coupes sont regardées par en dessous, ce qui donne une inversion de la droite et de la gauche. On aura des coupes frontales ou coronales, donc cette fois selon un plan frontal, comme on le voit avec ce plan en rouge. La différence entre frontale et coronale, la coupe coronale est en fait une coupe frontale qui va passer par le point le plus haut du crâne. Et là aussi, quand on va regarder ces coupes, vu qu'on regarde un sujet qui est devant nous, on va avoir une inversion de notre droite et de notre gauche. Et enfin, on va avoir des coupes sagittales. Les coupes sagittales, comme le sagittaire. Donc ça, c'est le dernier plan de coupe que l'on voit apparaître ici en bleu. Donc qui cette fois va couper vraiment la personne en deux, d'un côté droit, un côté gauche. Et encore une fois, deux principes. La référence, c'est qu'on va toujours analyser la coupe du côté droit. Bien entendu, il peut y avoir des exceptions, mais à ce moment-là, ça va être précisé dans les schémas d'anatomie. Donc ça, c'est vrai pour tout ce que vous allez voir en anatomie, quels que soient les cours qu'on va vous donner. Et en plus de ces coupes, il va falloir avoir un petit peu des termes techniques pour pouvoir s'orienter, parce que si on commence à juste dire droite, gauche, plus proche, plus loin, des fois ça peut être un petit peu vague. Donc il y a des termes qui vont s'adapter. Ces termes, quels sont-ils? Des termes très simples. Donc l'avant, arrière, ce sera antérieur et postérieur. Le haut et le bas, ce sera en fait crânial, donc qui va être le plus proche du crâne, et caudal, qui va être le plus proche du bas. On va avoir médial, latéral, donc là, il n'y a pas il y a pas une définition de droite-gauche. Médial, c'est ce qui va être le plus au milieu du corps, alors que latéral, c'est ce qui va être le plus loin du milieu du corps. Et enfin, une petite variation de crânial caudal qu'on va utiliser notamment quand on présente des membres ou un organe spécifique, c'est proximal et distal. Proximal, c'est ce qui fait référence à la naissance de l'organe. Donc là, par exemple, sur une jambe, mais ça peut être la naissance d'une artère, donc la partie proximale de l'artère. À l'opposé, distal, c'est ce qui va aller vers la terminaison de l'organe, du membre ou de l'artère. Donc ça, il faut bien le retenir. Une fois qu'on a toutes ces informations, on peut lire tranquillement à peu près tous les schémas d'anatomie qu'on va nous donner. Donc maintenant, on va s'intéresser donc à la partie ORL et notamment à la région cervicale. Donc la région cervicale, c'est une région qui est très complexe avec de nombreuses structures. Pour essayer de simplifier un peu les choses, il faut essayer de la voir comme une boîte et chacune des faces de cette boîte va être définie par des structures. Donc on va commencer par le bas de la boîte. Donc le bas de la boîte, ça va être un plan qui va passer par la clavicule, le sternum et ses selles. C'est ce qu'on a représenté sur le schéma ici. Donc on a la clavicule qui se branche sur le sternum ici. On a la dernière vertèbre, C7, donc c'est la septième vertèbre cervicale qui nous donne la partie postérieure. Donc le plan qui passe par là, c'est le bas de la région cervicale. En dessous, c'est plus le cou, au-dessus, c'est le cou. On va mettre une limite supérieure, donc cette fois on va faire un autre plan. Cet autre plan, il va passer par la mastoïde. La mastoïde, c'est l'os que vous pouvez palper quand vous me regardez à l'arrière de votre oreille. On va avoir le bord inférieur de la mandibule qui passe ici.
Et j'ai rajouté un muscle qui s'appelle le muscle digastrique, mais vraiment c'est le plan qui va passer par ces deux structures osseuses, mastoïde, bord inférieur de la mandibule. Donc ça limite le haut de votre région cervicale. Au-dessus, on n'est plus dans la zone cervicale et en dessous, on est dans la zone cervicale. Maintenant qu'on a le haut et le bas, on va définir un petit peu les limites. La limite postérieure, tout d'abord. Donc la limite postérieure, on a déjà commencé à parler d'une vertèbre. On va terminer de mettre nos vertèbres. Donc on va mettre toutes nos vertèbres cervicales et un plan musculaire. Donc ces vertèbres cervicales, il y en a 7, qui sont notées de C1 à C7 pour cervicale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les muscles qu'on va rajouter, il y en va y en avoir beaucoup. On va le voir de façon plus détaillée sur un schéma. Il y en a deux principaux à retenir pour cette limite. Ça va être les muscles scalènes et les muscles trapèzes qui sont représentés ici en rouge. Donc là, on a l'arrière de notre boîte. On continue maintenant, on essaie de faire la partie médiale de notre boîte, vu qu'on regarde qu'un demi-coup en fait. Donc la partie médiale de notre boîte, bah, c'est notamment une grande partie de ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'axe laryngo-trachéal. Donc j'ai représenté ici le larynx avec la trachée. On va voir ensuite en détail justement la constitution de ce larynx. Là, on a quasiment tous les plans. Il nous reste maintenant à terminer de fermer la boîte. Et là, on va faire d'une pierre deux coups. On va fermer l'avant et le latéral avec un seul et unique plan. Si on rajoute des muscles, c'est les muscles sternocléidomastoïdiens et les muscles infrayoïdiens. Donc les muscles infrayoïdiens qui vont être fixés au larynx, on va voir après. Et le muscle sternocléidomastoïdien, c'est ce grand muscle qu'on voit ici qui va partir de la mastoïde et qui va aller se diviser en deux chefs pour s'accrocher sur la clavicule et le sternum, donc il nous définissait notre plan inférieur. Donc ça, c'est pour avoir une représentation très schématique, bien entendu. Donc là, l'image, elle est en 3D, il y a beaucoup de choses qui se chevauchent, c'est un peu difficile, mais c'est juste ça pour avoir les limites. Tout ce qui est à l'intérieur de ces limites, c'est la région cervicale, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Maintenant, on va reprendre sur les coupes un peu plus classiques. Donc, on avait parlé tout à l'heure justement des couples axiales ou transversales. D'accord. Donc, on va en faire deux. On va suivre toute l'anatomie avec deux grandes coupes. Une coupe qui va passer par C7, qui va être ici. Donc là, j'ai représenté la vertèbre C7 et une coupe qui va passer par la vertèbre C4, qui sera ici, c'est la vertèbre C4. Donc les vertèbres sont différentes d'un niveau à un autre au niveau anatomie. Et ça, c'est pas ce qui va le plus nous intéresser aujourd'hui. Vu qu'on est sur une coupe axiale ou transversale, la partie antérieure va être devant. J'ai mis la petite orientation ici. Et vu qu'on regarde ces coupes par en dessous, droite et gauche sont inversées. Donc la gauche à chaque fois va être à droite de l'image pour les deux coupes. Donc, sur ces coupes, déjà, on va placer simplement l'axe laryngotrachéal qui nous intéresse. L'axe laryngotrachéal, on le met, donc on le voit très bien au niveau de C4, parce qu'au niveau de C4, on est vraiment au niveau du larynx, au niveau du plan glottique. Donc on voit les différentes structures du larynx qui sont ici. Vous allez commencer à deviner les cordes vocales qui sont là. On va voir apparaître à l'arrière de ce larynx le sinus piriforme, qu'on appelle aussi l'hypopharynx. Et on va fermer tout ça par les muscles constricteurs du pharynx. Donc ça, c'est au niveau de C4. Maintenant, si on descend un peu plus bas, C7, c'est plus bas, on a passé le larynx et on va tomber sur sur l'axe trachéal, pardon. Donc là, on a tout simplement la trachée qui est représentée et donc les sinus piriformes sont devenus l'œsophage. On a comme ça, à chaque fois, toujours la partie respiratoire vocale au niveau de C4 en avant, la partie tractus digestif en arrière et toujours pareil sur C7, on a l'axe respiratoire en avant et on a l'axe digestif en arrière. Donc, on les a positionnés. Maintenant, on va voir un petit peu en détail à quoi ça ressemble cet axe laryngo-trachéal. Encore une fois, on va faire juste la charpente pour pouvoir se repérer et vous aurez un cours spécifique qui sera dédié aux différentes structures un peu plus fines qu'on va retrouver dedans. Donc, le larynx, il faut le définir comme un empilement de structures, d'os et de cartilage. Et le premier os qu'on va trouver, le seul os d'ailleurs qu'on va trouver, c'est l'os hyoïde. Donc l'os hyoïde, qu'est-ce que c'est? L'os hyoïde, c'est ce qu'on voit ici. Donc une représentation de face de l'os hyoïde, une représentation latérale.
C'est un os en fer à cheval qui va avoir différents reliefs, notamment des petites cornes qu'on voit ici et des grandes cornes qu'on voit là qui sont un peu plus postérieures. Donc ça, c'est la partie haute de notre larynx. On descend, on va regarder une autre structure. Cette fois, c'est le cartilage thyroïde. Donc là, on n'est plus sur de l'os, ça va être du cartilage. Donc le cartilage thyroïde, thyroïde, ça vient du grec tyros, c'est-à-dire bouclier, parce que globalement, ça a une forme de bouclier si on le regarde de devant. Voilà, ça fait une sorte de bouclier, d'écu, comme ça. En latéral, donc pareil, c'est un cartilage qui est composé par deux faces qui vont surgir en avant et qui ont ouvert à l'arrière, comme l'ossioïde, avec encore une fois plusieurs reliefs qui vont nous intéresser. On va avoir une petite échancrure qu'on sent ici. Après cette échancrure, on le voit bien en latéral, ça bombe devant. C'est ce qui correspond à la pomme d'Adam qu'on sent bien chez les hommes, qu'on va sentir moins chez la femme. Et on va avoir également une ligne oblique. Alors, ça, c'est ce que vous voyez un petit peu en assombrissement ici. Ça va être une zone d'insertion musculaire pour les muscles qu'on va définir après. Et bien entendu, deux surfaces articulaires, donc des cornes supérieures et inférieures qui vont tout simplement s'articuler donc en supérieur avec la première structure qu'on a vue, l'osioïde, et en inférieur avec la prochaine structure qu'on va voir. Cette prochaine structure, c'est le cartilage cricoïde. Donc cartilage encore, cette fois on change par rapport aux deux autres structures. C'est une structure qui n'est pas ouverte, c'est un anneau complet. Un petit peu difficile à le faire juste avec une vue de face et de profil, mais globalement vous avez un anneau, comme un anneau, une bague, et en postérieur ça va se relever, ça va être plus large en plus haut en postérieur qu'en avant. C'est ce qu'on appelle une forme de bague à chaton, donc les bagues qu'on a avec le chaton, où il y a la pierre précieuse, donc avec le chaton qui est postérieur. Ce cartilage cricoïde, il va y avoir des articulations, encore une fois, qu'on va retrouver, qui vont nous intéresser. Ça va être la première articulation ici, qui est sur la partie inférieure, qui est l'articulation thyroïde, avec en fait notre cartilage thyroïde qu'on a vu juste avant, mais également une articulation aryténoïdienne avec ce qu'on va voir après, le cartilage aryténoïde. Donc là, on a déjà trois structures, ossuoïde, thyroïde et cricoïde. Globalement, on a quasiment toute la charpente de notre larynx. Les cartilages aryténoïdes, qu'est-ce que c'est? Les cartilages aryténoïdes, c'est des petits cartilages en forme de pyramide, donc on en a deux de part et d'autre. Ces cartilages aryténoïdes, bon, la majorité d'entre vous le savent, c'est sur ça que va s'insérer les muscles et ligaments qui vont permettre de constituer notamment la corde vocale. Et c'est la mobilité de ces cartilages aryténoïdes par rapport au cartilage cricoïde qui vont permettre le mouvement des cordes vocales. Encore une fois, il va y avoir des cours dédiés de physiologie de la phonation et d'anatomie fine du larynx pour voir ça de façon un peu plus précise. Sur ces cartilages aryténoïdes, donc l'articulation cricoïdienne est en inférieur, juste ici. Et enfin, on va avoir le cartilage épiglottique. Le cartilage épiglottique, c'est un cartilage qui ressemble globalement à une feuille qui va s'amincir vers le bas. Donc là, on la voit encore une fois de face, de profil, on voit bien, c'est vraiment une sorte de feuille, une chips, comme on préfère de le voir. Donc qui va s'affiner ici sur la partie inférieure, qui c'est la partie d'insertion. Cartilage épiglottique qui va permettre, par ces mouvements de bascule, de protéger le larynx, notamment lors de la déglutition. Donc là, on a quasiment tout vu. Pour la précision, il faut savoir que la zone d'insertion s'appelle la pétiole. Elle est juste, c'est la partie inférieure. Donc on a toutes nos structures du larynx. Maintenant, on les a vues séparément. On va essayer un petit peu de les fusionner, de les assembler. Et donc, si on les assemble, là, on reconnaît tout de suite notre bloc laryngé. Donc on reprend comme ça pour faire un résumé. On a l'osioïde qui est la partie la plus supérieure. Arrive le cartilage thyroïde avec une membrane, tout simplement, c'est des ligaments qui vont raccrocher les deux, qui s'appelle la membrane thyroïdienne, tout simplement liée à ses attaches. Le cricoïde qui va être juste en dessous, avec ses articulations avec notre cartilage thyroïde ici, une membrane cette fois crico-thyroïdienne.
On continue à descendre plus bas, on va avoir l'axe trachéal, donc les différents anneaux trachéaux. En transparence par derrière, on voit voilà nos arythénoïdes qui sont justement posés sur notre cartilage cricoïde et qui vont s'articuler dessus. Et on va avoir l'épiglotte aussi en transparence, hop là, qu'on va ensuite juste dépasser, qui est donc accroché à l'arrière, pareil, qui va faire ces mouvements de bascule pour protéger notre larynx. Donc là, on a toute la structure du larynx et si on reprend un petit peu les coupes que vous avez mis tout à l'heure de C4 et de C7, donc C4, c'est vraiment la coupe qui va passer juste au niveau du plan glottique, donc qui va passer globalement ici. Et C7, c'est la coupe où on est au niveau de la trachée, c'est une coupe qui va passer ici. Structure qu'on rajoute au larynx qui sera utile notamment en pathologie pour plus tard, c'est que en face du cricoïde, en face de la trachée, ça dépend un peu des personnes, on va dire en face du cricoïde, globalement, on va avoir une glande, c'est la glande thyroïde. Donc cette glande, elle a une forme de papillon. Voilà, donc il y a deux lobes qui sont un peu plus grands, qui vont se relier au milieu par un isthme. Et il va y avoir un troisième lobe qu'on appelle le lobe pyramidal, qui est en fait un petit prolongement médian qui se met ici. Donc cette glande thyroïde, elle est ici, on s'en souviendra pour plus tard pour la pathologie, parce qu'on va voir qu'il y a des structures importantes qui vont passer proche d'elle et qu'il faudra faire attention, notamment pour les chirurgies qui y sont liées. On a vu toute la charpente, on va dire, voilà, la charpente ostéocartilagineuse et membraneuse de notre larynx. Maintenant, on va voir des muscles. On en a parlé au début quand je vous ai fait un petit peu la boîte pour vous diviser la région cervicale. Je vous dis notamment la partie antérieure va être terminée par les muscles sternoclédomastoïdiens et les muscles infrahyoïdiens. Ces muscles infrahyoïdiens, c'est notre nom, c'est ce qu'on appelle les muscles extrinsèques du larynx. C'est des muscles qui vont être accrochés à cette charpente et qui vont permettre une certaine mobilité des structures précédemment décrites et une certaine mobilité également du bloc laryngé dans sa totalité par rapport aux autres structures cervicales. C'est en plusieurs couches, donc on va commencer couche par couche. On va commencer par la couche en fait la plus profonde, pour le moment celle qui est vraiment accrochée au larynx. C'est ces deux muscles qui, hop là, s'accrochent tous les deux au même endroit, cette ligne oblique qu'on parlait. Donc là, on arrive mieux à comprendre ce que c'est la ligne oblique. Et donc ces deux muscles, quels sont-ils? Bah, c'est simple, il faut regarder sur quoi ils s'accrochent. On a un premier muscle qui s'accroche sur le thyroïde pour finir sur l'ossioïde, donc c'est le muscle thyroïdien. Et on a un deuxième muscle qui part du thyroïde, là qui descend très bas, et on reprend le schéma qu'on a vu au début, qui va s'insérer beaucoup plus bas sur la clavicule. Donc là, il est sectionné, ce qu'on ne va pas aussi bas. Et donc, sur la clavicule et le sternum, et donc ce sera le muscle sterno-thyroïdien. On passe à une couche musculaire supplémentaire. Alors, cette couche musculaire, elle est sectionnée parce que sinon, on verrait plus très bien ce qui se passe sur le schéma. Il y a deux choses à voir. Le premier qui est sectionné et récliné, c'est le morceau qui reste ici. Donc là, en fait, c'est un muscle qui va s'insérer sur l'ossioïde et en pratique, c'est un muscle qui va recouvrir les os entièrement et venir également s'insérer sur le sternum. Et donc, ce muscle, ça va être le muscle sterno-hyoïdien. L'autre muscle qu'on voit, c'est celui-ci. Celui-ci, il est aussi inséré au niveau de l'ossuide et lui, par contre, il va partir vraiment en latéral. Il va partir en latéral et il va rejoindre en fait un petit peu en postérieur la scapula. Et lui, bah, il va donner le muscle homoyoïdien, donc homo de omoplate et yoïdien d'ossuide pour s'en rappeler assez facilement. Donc ça, c'est nos muscles infrahyoïdiens dont on a décidé d'ailleurs parce que bah, ils sont tous accrochés au niveau de l'osioïde, voire plus bas que l'osioïde. On termine avec un muscle que j'avais un petit peu évoqué, qu'on voyait mieux bien entendu sur la coupe de C4, c'est les muscles constricteurs, notamment là le muscle constricteur inférieur du pharynx que vous voyez apparaître en postérieur. En fait, il va faire le tour en postérieur, donc là on le voit juste un petit peu transparaître.
Donc tout ça, ça nous donne les muscles extrinsèques du larynx. Leur fonction, ça va être notamment l'élévation et l'abaissement du larynx, notamment lors de la déglutition et de façon un peu plus spécifique des fois dans la phonation. Il n'y a pas les muscles intrinsèques, les muscles intrinsèques qui vont, eux, s'occuper vraiment de la mobilité intrinsèque du larynx, des cordes vocales et autres, mais ça, ce sera dans un cours plus spécifique. On revient donc à nos coupes qu'on va un petit peu compléter. Alors, toujours C7, C4. Donc, tout à l'heure, on avait posé le larynx à trachée. Vous avez vu qu'au niveau de C7, j'ai rajouté cette glande thyroïde dont on a parlé. Donc là, on voit bien l'isthme fin et le lobe. On voit également une zone un petit peu plus sombre ici, c'est ce qu'on appelle les glandes parathyroïdes. Exactement, il y en a quatre, donc c'est impossible de les voir sur une même coupe. Il va y en avoir deux sur la partie supérieure, deux sur la partie inférieure. Et donc maintenant, on va placer le reste des muscles en fait pour commencer à fermer notre région cervicale, voir en fait tout simplement les différentes parois dont on a parlé avant. Donc, les muscles infrahyoïdiens, voilà, on en a parlé tout à l'heure, donc en deux plans. Donc ici, on voit, on est au niveau du sternothyroïdien, on voit les deux plans, alors que si on est plus haut, on va avoir les sternothyroïdiens et les sternoyoïdiens qui vont un petit peu se refléter par ici, parce que c'est la zone d'insertion avec le cartilage thyroïde. Donc ça, c'est le plan profond, donc les muscles, les deux, on les voit ici. Sur ces 7, on est en bois, on n'en voit qu'un seul. Et le plan plus superficiel, donc les muscles sternoyoïdiens qui sont ici, ici et qui sont ici, ici. Les muscles myoïdiens qui partent en latéral, donc ils sont là, là, et donc bien entendu, quand on est plus bas, ils ont continué à partir encore plus en latéral, donc ils sont un peu plus partis ici. Et enfin, le muscle sternoclédomastoïdien, donc les deux gros muscles sternoclédomastoïdiens que je vous ai dit, qui vont commencer au niveau de la mastoïde, donc votre os derrière l'oreille, et aller au niveau de votre clavicule et de votre sternum. Donc on voit là et qu'on voit là et là. Donc ça, vous voyez bien que toute cette structure que je vous montre là, toute cette structure que je vous montre là, c'est bien la partie qui va fermer la partie antérieure et la partie latérale de la région cervicale. Vous noterez que quand on est un peu plus haut situé au niveau de C4, j'ai rajouté un dernier muscle très fin, plus superficiel que les autres. Ça, c'est le muscle possier du cou, muscle platysma si on prend les anciennes nomenclatures des têtes entendues. Donc ça, c'est un muscle qui va être vraiment directement en sous-cutané et qui va recouvrir la région cervicale sur sa partie supérieure. Donc antérieur, latéral, c'est bon, on a montré les différentes limites. Médial, on l'a montré, voilà notre axe laryngo-trachéal. Il nous reste la partie postérieure à montrer. Donc la partie postérieure, on l'avait dit tout à l'heure, c'était les muscles scalènes et les muscles trapèzes. Donc les muscles scalènes, eh ben, ils sont là. C'est les trois muscles qu'on voit là. En fait, il y a plusieurs muscles. Il y a un scalène antérieur qui est devant, un scalène moyen au milieu, un scalène postérieur. Donc 3 et 3. Voilà, on est pareil des deux côtés, à droite et à gauche. Et si on se met ici, on voit aussi ces trois groupes de muscles qui sont juste ici. Il y a d'autres muscles, on va pas trop rentrer dans le détail, je les ai représentés pour essayer d'être le plus exhaustif possible, qui sont les muscles longicimus, mais bon, ce qui nous intéresse vraiment, ça va être les scalènes, c'est eux vraiment là qui vont permettre de définir une bonne partie de la région postérieure, et sur la fin, également les muscles trapèzes qu'on avait décrits avant. Donc, on va pas rentrer en détail de toutes les insertions musculaires, de toutes leurs fonctions, c'est pas ce qui nous intéresse. Là, le but, c'était vraiment de vous faire montrer cette fois en 2D, ce qu'on avait vu au 3D avant, les différentes limites de notre région cervicale. Il y a d'autres muscles, il va y avoir des muscles pour la nuque qu'on va rajouter juste derrière. Voilà, il y en a énormément. Pareil, on va pas tous les citer parce qu'ils sont dans la nuque, ils sont vraiment en postérieur de nos scalènes. Ils sont vraiment postérieurs de notre plan d'escalène, donc ils sont pas dans la région cervicale.
Je l'ai juste mis parce que maintenant, on va terminer de fermer tout ça, parce que ces muscles, ils vont pas être collés l'un à l'autre directement, parce que sinon ça frotterait, ils auraient du mal à faire leur action. Et en fait, il va y avoir des tissus qui vont séparer ça, des membranes, ce qu'on appelle des fascias, c'est des membranes fibreuses tout simplement, qu'on va représenter en vert et qu'on va rajouter pour définir différentes structures. Donc là, une fois qu'on a mis ça, et ben c'est bon, on peut enfin voir ce qu'est la région cervicale. La région cervicale, c'est ici, on a la partie tac qui limite antérieure latérale, la partie qui limite en postérieure et la partie qui limite en médiale. Donc vous voyez, c'est en fait c'est cette zone-là plus cette zone-là, de façon, on va dire, schématique. Et on a pareil, si on se met sur la coupe de C4, ouais, vous voyez, donc toute cette zone-là qui est définie, cette sorte de grand espace, plus bien entendu notre larynx qui en fait partie, voilà. Donc ça, c'est vraiment le contenu de notre région cervicale et tous les muscles qu'on a placés avant, c'était notre contenant. Et bien maintenant, il va falloir remplir tout ça et décrire un petit peu ces structures. La première chose qu'on va mettre, on va mettre des artères et des veines. Donc, il y a plein d'artères, plein de veines qui passent. Nous, on va principalement se concentrer aujourd'hui sur les artères et les veines qui vont être dans les gouttières qui sont de part et d'autre là et là. Donc, à savoir les artères carotides et veines jugulaires, qu'on revoit ici, et leurs différentes branches qui vont permettre de la vascularisation des différentes structures qu'on a vues avant. Donc pour les décrire de façon complète, on va changer de vue. Cette fois, on va passer sur une vue frontale. Donc on reprend, donc vue frontale, on l'a dit, donc on coupe de façon frontale. Donc là, on a coupé en se mettant juste devant le larynx, hein. J'ai remis tout le bloc du larynx avec les muscles dont on avait parlé tout à l'heure. Certains sont sectionnés pour des raisons de facilité de compréhension. Vu que c'est une coupe frontale, ben, crâniale, le haut et vers là-bas. Et vu qu'on regarde de face, droite et gauche sont encore une fois inversées, donc la gauche est par ici et la droite est par là. Donc, on va commencer par le commencement, et le commencement, il n'est pas dans la région cervicale, il est dans la région thoracique. Donc en fait, on va partir du cœur, donc notamment de ce qu'on appelle le ventricule cardiaque gauche. De ce ventricule cardiaque gauche, il y a une grosse artère que tout le monde a déjà entendu parler qui va naître, qui s'appelle l'aorte. Et cette aorte, quand elle va naître, elle va faire une crosse. Ce qu'on voit ici, c'est qu'elle va commencer à monter, puis elle va tourner et elle va descendre donc dans la région thoracique et la région abdominale pour donner différentes branches. Au niveau de cette crosse, sur sa partie supérieure, il va y avoir trois groupes d'artères qui vont naître et qui vont être à destinée, bien entendu, cervicale. On va les faire donc de gauche à droite. La première, c'est l'artère subclavière gauche. Donc on voit, elle part ici et elle part en latéral. Subclavière, donc parce que va avoir une relation avec la clavicule. On va positionner la clavicule sur les prochains schémas. L'artère carotide commune gauche, qui est ici, qui va remonter dans la région cervicale. Et petite subtilité à droite, c'est que cette fois, il y a une seule artère qui va naître de la creuse de l'aorte, c'est ce qu'on appelle le tronc brachiocéphalique, donc c'est ce tronc qu'on a là, et c'est ce tronc qui va ensuite se diviser en artère carotide commune droite et en artère subclavière droite. Donc voilà, juste comprendre que artère carotide, on a deux artères carotides communes, on a deux artères subclavières, mais du côté droit, ces artères carotides communes et subclavières ne vont pas naître de la crosse de l'aorte, elles vont naître d'une autre artère, le tronc brachiocéphalique, qui lui par contre naît de la crosse de l'aorte. Donc il y a une petite asymétrie, et ça on verra que ça va être très important pour plus tard quand on va attaquer l'innervation du larynx. On se concentre d'abord sur la carotide commune.
Donc la carotide commune, donc on a déjà parlé de sa naissance, la naissance de la carotide commune. Donc du côté gauche, c'est la crosse de l'orbe, du côté droit, c'est le tronc brachiocéphalique. Et elle va remonter dans la région cervicale. Donc là, on n'est pas vraiment dans une vue sagittale. J'ai fait une vue un petit peu de trois quarts pour qu'on puisse mieux placer les sauts. Donc en fait, on a la partie crâniale qui va être ici, la partie antérieure qui est bien devant, et là on a une petite notion de profondeur, on nous dit donc vers la partie médiale du corps. Donc on reconnaît par transparence rapidement toutes les structures qu'on a déjà décrites plusieurs fois. On a notre axe laryngotrachéal qui est ici jusqu'à l'os-huide. On a ce que je vous avais dit, la mastoïde, enfin donc le crâne de façon globale qui va être ici, la mandibule qui va être là pour la partie supérieure. Le sternum, juste là, la clavicule que j'ai sectionnée pour des raisons de facilité. Ensuite, on est sur la région thoracique avec les côtes. On voit les vertèbres qui apparaissent ici, le plan de nos muscles postérieurs, donc scalène et trapèze. Donc la carotide, voilà, elle va remonter, la carotide commune, et globalement, nous on dit qu'elle va s'arrêter à peu près à hauteur de l'os-hyoïde, donc à peu près à ce niveau-là. En fait, elle s'arrête anatomiquement, en description, c'est en fait plutôt qu'elle se transforme, elle va donner deux nouvelles artères, les artères carotides internes, artères carotides externes. L'artère carotide interne, c'est celle qui est ici, qui va être à destination du crâne, donc elle va rentrer dans le crâne et elle va donner les artères cérébrales antérieures et moyennes. Donc ça, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais on la connaît. Et l'artère carotide externe, elle va vraiment rester dans la région cervicale jusqu'à de nouveau se transformer en artère temporale superficielle, c'est celle qui est ici, qui va continuer à monter, et artère maxillaire, c'est celle qui est en train d'obliquer par là. Globalement, sur leur trajet, c'est assez simple. La carotide externe, elle est plus externe, donc elle est latérale. La carotide interne, elle est plus interne, elle est médiale. Petit piège par contre, c'est juste quand elles naissent, en fait, quand elles vont naître, la carotide interne va être plutôt latérale, postérieure et latérale, et la carotide externe va être plutôt antérieure et médiale. En fait, c'est sur ces quelques premiers débuts que la carotide externe va tourner pour autour de la carotide interne pour se mettre dans sa position définitive vraiment externe. Donc ça, c'est l'axe carotidien, donc une carotide commune qui donne une artère carotide interne, carotide externe. Donc là, on a fait la version du côté droit sur ce schéma. Si on prenait le côté gauche, ça serait exactement la même chose, sauf que la naissance de la carotide commune serait différente. Ensuite, on prend l'artère subclavière. Pareil, on se met du côté droit, donc ça va naître du tronc brachiocéphalique. Si on était du côté gauche, ça naîtrait séparément au niveau de la crosse de l'aorte. L'artère subclavière, donc elle va cheminer. Pardon pour l'erreur de bruit. L'artère subclavière, elle va cheminer donc juste au-dessus de la clavicule, un subclavière, hop là, et à peu près au milieu de la clavicule, hein, c'est pour ça que je l'ai sectionné à la clavicule, parce qu'elle passe devant là. Elle va aussi se transformer, elle va pas se diviser, elle se transforme directement dans une autre description atomique qu'on appelle l'artère axillaire. L'artère axillaire, c'est celle qui va descendre donc au niveau de l'aisselle et qui va s'occuper du bras. Avant donc de devenir artère axillaire, donc tant qu'elle est encore artère subclavière, elle va pouvoir donner plusieurs branches. Il y a des branches, donc que je vous ai mis en italique, qu'on va pas parler, qui sont des branches à destinée thoracique. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les deux artères qui vont être à destinée cervicale, à savoir l'artère vertébrale. Donc l'artère vertébrale, c'est la grosse artère qui va aller au niveau des vertèbres, tout simplement. Et à l'instar de la carotide interne, elle aussi, elle va rejoindre le crâne en passant par un trou qu'on appelle le foramen magnum. Et elle va fusionner avec l'artère vertébrale qu'on va arriver de l'autre côté pour donner un tronc commun dans le crâne qui s'appelle le tronc basilaire. Donc ça, c'est pour l'artère vertébrale. L'autre artère qui va être intéressante, c'est l'artère thyrocervicale. L'artère thyrocervicale, c'est celle-là qui monte. Bref, vous suivez mon pointeur, voilà, qui va avancer et qui va donc du coup donner littéralement deux branches. Une branche
thyroïdienne, en fait, qui va s'occuper de la partie des artères thyroïdiennes inférieures. Donc, on a un truc simple, on part d'en bas, donc on arrive en bas de la thyroïde, donc c'est thyroïdienne inférieure, ça peut être un moyen mnémotechnique. Et on va devoir également un tronc cervical qui va s'occuper globalement de la vascularisation des muscles du cou. Donc ça, c'est pour l'artère subclavière et ses principales branches de division. On a donc décrit deux nouvelles artères tout à l'heure avec l'artère carotide commune qui était l'artère carotide externe et l'artère carotide interne. Donc maintenant, on va vraiment s'occuper de elle. Donc l'artère carotide externe, donc qui est sur le schéma ici, et qui va remonter jusque-là. Donc on rappelle, l'artère carotide externe, elle va naître en antérieur et médial, puis elle va se positionner plutôt en latéral, donc en externe. Elle va remonter sur la région cervicale jusqu'à donner notre artère temporale superficielle, donc on a sectionné mais qui remonterait là, et notre artère maxillaire qu'on a sectionnée qui irait vers l'avant. Cette artère carotide externe, elle va, ben, comme on a vu avec la subclavière, donner différentes branches qui vont s'occuper de la vascularisation de différents organes et différents muscles au niveau cervical. Avant de les décrire, ce sera très important de savoir ce que l'artère carotide externe, c'est la seule artère carotide, on dit en premier, pour comparer aux internes et aux communes, qui va donner des branches. Anatomiquement, donc pour ceux, si vous faites des dissections, ceux qui opèrent, bah, si vous avez une artère qui donne des branches, vous êtes sûr que c'est la carotide externe, à moins qu'il y ait une anomalie anatomique chez votre patient. Donc ces branches, on va les décrire donc de la partie proximale de l'artère, donc de sa naissance, proximale de sa naissance, jusqu'à sa partie distale, donc là où elle se termine, qu'elle se transforme. Et on va avoir une artère thyroïdienne supérieure. Donc l'artère thyroïdienne supérieure, elle est ici, et elle descend pour s'occuper de la partie supérieure de la thyroïde, à l'instar des thyroïdiennes inférieures qu'on avait vues avant. Elle en profitera également pour donner une petite artère, vous voyez partir ici, qui est l'artère laryngée supérieure qui va rentrer dans le larynx au niveau de la membrane thyroïdienne. Ensuite, on va avoir une artère linguale. L'artère linguale, c'est la suivante, c'est celle qui est juste au-dessus, qui va remonter là et qui va être à destinée de la langue tout simplement. On monte encore d'un cran, on a l'artère pharyngienne ascendante, cette fois qui est postérieure, voilà, et qui va s'occuper bah, du pharynx. On repasse devant et encore un petit peu au-dessus, c'est ici. Donc là, on a l'artère faciale qui va, avant de rejoindre la face, en fait, contourner par l'arrière la mandibule et la glande sous-mandibulaire, dont on verra pas trop aujourd'hui. Elle va la contourner, puis elle va ressortir ici, puis ensuite elle va aller au niveau de la face. On repart en postérieur, on a une artère occipitale et une artère auriculaire postérieure, enfin, qui vont naître ici. Donc bon, on ne les voit pas très bien parce qu'il y a beaucoup d'artères, mais bon, c'est les dernières branches qui vont partir. Donc voilà, ça c'est pour l'artère carotide externe. Encore une fois, à quoi ça sert de connaître ces différentes artères en dehors de leur fonction, bon, elles apportent le sang aux organes qu'elles ont cités. C'est surtout qu'elles vont servir de repère au niveau chirurgical, mais elles vont aussi nous servir de repère lorsqu'on va parler de l'innervation un peu plus tard. On a fini avec les artères, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, vous avez vu, je vais pas reparler de la carotide interne droite parce qu'elle ne donne pas de branche, donc elle va juste faire son trajet, rentrer au niveau cérébral. Ensuite, elle va donner différentes choses au niveau cérébral, mais ça, c'est pas la partie cervicale. Donc les veines. Donc les veines, bah, cette fois, on va positionner les veines. Globalement, ça va être assez simple parce que ça va être un réseau qui va se calquer sur les artères, mais sauf que ça va aller dans l'autre sens. Donc les veines, voilà, on va reprendre les différentes artères qu'on avait avant et on va les mettre dans notre sens. Donc on voit apparaître en bleu la veine jugulaire interne.
Donc la veine jugulaire interne, elle, cette fois, voilà, elle va récupérer toutes les afférences veineuses qui viennent du crâne, qui vont se fusionner, passer dans le trou qui sépare le crâne de la région cervicale qu'on appelle le foramen jugulaire, c'est pour ça que c'est la veine jugulaire. Elle va donner d'abord le signe sigmoïde avant de devenir cette veine jugulaire qu'on voit descendre ici. Et elle va recevoir sur le trajet différentes afférences qui sont globalement l'équivalent de nos artères. Il va y avoir une veine faciale, il va y avoir une veine linguale, il va y avoir une veine pharyngienne. Euh, Petite subtilité, si on veut préciser, c'est que ces différentes veines, souvent, elles vont d'abord se fusionner en un seul tronc qui va ensuite rentrer dans la veine jugulaire. Bon, donc la veine jugulaire, c'est l'axe qui va correspondre à notre axe carotidien qui va correspondre à notre axe subclavière, notre artère clavière, c'est la veine subclavière qui est ici et qui est ici. Ces veines jugulaires et ces veines subclavières, elles vont fusionner, pareil des deux côtés, pour donner ici et ici ce qu'on appelle le tronc veineux brachiocéphalique. Et ces deux troncs veineux brachiocéphaliques vont ensuite fusionner et ils vont donner la veine cave supérieure. Et cette veine cave supérieure, elle va finir de nouveau au niveau du cœur, cette fois au niveau de l'oreillette cardiaque droite. Donc voilà, c'est calqué simplement sur les artères pour les veines. Je profite de ce schéma pour juste reparler de l'importance du proximal distal qu'on avait vu avant. Quand on va vous décrire des structures ou essayer de vous faire repérer par rapport à des vaisseaux, donc, si on est dans le cadre d'une artère, donc par exemple, on va prendre le tronc artériel brachiocéphalique droit. Si je vous parle de proximal, donc c'est sa naissance, le proximal, donc c'est toujours, ça va être la partie basse, et la partie distale va être vers le haut, vu que le chemin de cette artère, c'est dans ce sens-là. On va de la naissance vers la terminaison pour proximal à distal. Par contre, si je vous parle du tronc veineux brachiocéphalique, qui est ici, vu que le sens de circulation, c'est dans l'autre sens, les veines, elles commencent en haut, elles arrivent à là, la partie proximale va être ici, et la partie distale va être vers le bas. Donc c'est inversé proximal-distal, selon si on parle d'artère ou de veine. Donc ça, c'est quand même important à bien l'intégrer lors des descriptions. Là, je vous ai mis juste une autre coupe. On a repris la coupe qu'on a fait avant, juste pour voir différemment. Vous regardez vraiment que c'est exactement la même chose au niveau de nos veines que nos artères. Donc voilà, la veine jugulaire interne qui va suivre l'axe carotidien qu'on avait avant et la veine subclavière qui va suivre notre axe subclavier pour donner, pareil, le tronc veineux brachiocéphalique. La petite zone que vous voyez ici, les trois veines, ce que je vous disais, souvent les veines, elles se regroupent dans des troncs communs avant de venir. Donc, par exemple, la veine faciale, la veine linguale et la veine thyroïdienne supérieure vont la majorité du temps, pas tout le temps, mais la majorité du temps, se refusionner dans un tronc commun qu'on appelle le tronc de Farabeuf. Donc, c'est ça, c'est ce que vous voyez là, c'est ce gros tronc. Et ce tronc de Farabeuf va ensuite rentrer dans la veine jugulaire. Donc, on a parlé des artères et des veines, donc qu'on avait déjà positionné. Maintenant qu'on a positionné nos artères et nos veines, on va pouvoir parler de la dernière chose importante, qui va être l'innervation. Donc là, j'ai repris les coupes que j'avais fait en C7 et en C4, et j'ai ajouté donc en jaune les différents nerfs. Donc, alors, bien entendu, on va avoir la moelle épinière avec les nerfs au niveau, avec les racines cervicales au niveau des vertèbres, mais surtout donc au niveau de la région cervicale, on va avoir différents nerfs et notamment différents nerfs crâniens. Nerfs crâniens, pourquoi? Parce que c'est des nerfs qui vont naître directement au niveau du crâne, au niveau du tronc cérébral et qui vont descendre dans la région cervicale. J'ai mis la légende de un seul ici. De toute façon, on va tous les voir en détail juste après. Le petit X, donc le 10 romain, donc la dixième paire crânienne ou nerf vague qu'on voit entre la carotide et la jugulaire. On va voir plus en détail. Donc ça, c'est un nerf qui va être très important pour nous en laryngophoniatrie. Donc, on va pas faire non plus tous les nerfs qu'il y a dans la région cervicale. Il y en a beaucoup. On va pas faire toutes les paires crâniennes non plus. On va faire celles qui nous sont utiles pour
pour l'anatomie et la physiopathologie phoniatrique. Donc, on se positionne. J'ai repris une coupe en version cette fois vraiment sagittale. Là, il n'y a pas de 3D ou autre, c'est bien sagittal. Donc, on redéfinit les structures. On le répète plusieurs fois, mais comme ça, c'est bon. Donc, là-haut, on a le crâne avec donc la mastoïde. La pointe de la mastoïde elle va être là. Donc, elle est un peu recouverte par les muscles qui s'y insèrent. C'est normal. La mandi- la mandibule, elle va venir ici comme ça. Donc là, on l'a sectionnée. On n'est pas dans son plan dans le plan où on la voit. On voit juste la partie avant de la mandibule ici avec une canine. On a notre osioïde ici, pareil, on connaît notre osioïde et caché un petit peu derrière, on voit transparaître le reste des cartilages du larynx. Du coup, les muscles qu'on voit ici, c'était nos muscles extrinsèques. Donc là, nos deux couches de muscles infrahyoïdiens. Donc on rappelle, hein, donc en profondeur, le sternothyroïdien, le thyroïdien et plus en superficiel, le sternoyoïdien. Et en latéral, le muscle homoyoïdien, on voit qu'il part en latéral. Ça, c'est toutes les structures qu'on avait décrites pour le moment. Au-dessus, qui s'insère donc du coup au niveau de l'osioïde, qui va ensuite donner différentes structures musculaires. Ça va être tous les muscles globalement du plancher buccal et de la langue qu'on va pas décrire aujourd'hui. On va juste les positionner parce que ça nous est utile. Et on voit passer, encore une fois, qu'on avait parlé tout à l'heure, l'artère linguale qui s'occupe de la langue. Bon. En postérieur, on les a déjà vus, les muscles trapèzes et les muscles scalènes qui vont être ici. Et notre axe jugulo-carotidien qu'on a positionné ici, voilà encore une fois, avec différentes de leurs branches que j'ai positionnées, certaines qui sont sectionnées. Pour avoir des repères, on va les décrire au fur et à mesure. Donc voilà, donc ça c'est notre coupe sagittale, et vu que c'est sagittal, bien entendu, on l'avait compris depuis le début, la partie crâniale est ici, la partie antérieure est ici, et donc par défaut, c'est une coupe du côté droit. Donc, premier nerf dont on va parler, c'est le nerf lingual. Qu'est-ce que c'est le nerf lingual? Alors, pour comprendre le nerf lingual, on va parler en fait d'un autre nerf avant. On va parler de la cinquième paire de nerfs crâniens qu'on appelle le nerf trijumeau. Trijumeau 3 parce qu'en fait, il donne trois branches, le 5-1, le 5-2 et le 5-3. C'est pas aller chercher très loin, il y a des noms plus spécifiques, mais on va rester là-dessus. Donc, qui est un nerf sensitif au niveau du visage. Et le 5-3, donc la dernière branche de notre nerf trijumeau, quand elle va rentrer dans la région cervicale, il va donner une dernière branche, et cette dernière branche, c'est ça, le nerf lingual. C'est celui qu'on voit ici, et qui va aller venir faire une innervation de la partie antérieure de la langue. D'accord? Donc, si on fait une description anatomique précise, donc il va naître au niveau du foramen ovale, c'est de là qu'il va sortir de la base du crâne, ce 5-3, pour donner notre nerf lingual. Il va passer entre les muscles ptérygoïdiens médial et latéral. Donc là, on les a pas trop orientés. Les muscles ptérygoïdiens médial et latéral, c'est des muscles qui vont être derrière la mandibule. Et il va passer sur le bord antérieur du muscle styloglosse. Donc le muscle styloglosse, c'est celui que vous voyez ici. Hop là, juste ici, pardon. Donc styloglosse, pourquoi? Bah parce que mon gloss, on pense c'est la langue, c'est logique. Donc on voit il va s'insérer sur la langue. Et il s'insère également sur une petite structure au niveau de la base du crâne qui s'appelle le processus styloïde. Voilà, c'est une petite excroissance osseuse pointue. Donc il y a un muscle qui se tient ici, le styloglosse, et donc voilà, votre nerf, il va suivre ce muscle styloglosse, et ensuite il va passer sur les portions superficielles, notamment de ce muscle qu'on voit là, qui est un muscle qui est entre la langue et l'osioïde. Donc on n'est pas allé chercher très loin, c'est le muscle hyoglosse. Ce nerf lingual, ce qui nous intéresse, c'est que, comme je l'ai représenté ici, il y a une petite afférence nerveuse qui se rajoute. En fait, il va faire une anastomose avec un autre nerf, donc le nerf numéro 7, la nerf percale numéro 7, qu'on appelle aussi le nerf facial, qui donc
Comme le trijumeau est un nerf pour la face, sauf que le nerf facial, lui, par contre, c'est un nerf moteur. C'est le nerf moteur de la face. Et ben, il y a une petite anastomose entre le 7 et le nerf lingual, qui est ici, qu'on appelle la corde du tympan. Donc, à quoi ça sert de faire la différence, en fait, entre ce nerf lingual et cette corde du tympan? Et ben, en fait, c'est sur la fonction. Le nerf lingual en tant que tel, je vous l'ai dit, c'est une branche du 5-3, donc c'est une branche du système sensitif, et donc il va s'occuper de la sensibilité, donc en fait le toucher, tout simplement, mais le toucher de la langue et de la partie antérieure de la langue, des deux tiers de la langue. Il s'occupe pas, par contre, du goût en tant que tel, le nerf lingual. Par contre, les afférences qu'il reçoit grâce à la corde du tympan, là par contre, ces afférences, elles vont s'occuper de la partie gustative. Donc cette fois, c'est pas de la sensibilité, c'est de la sensorialité, on dit. Euh, Pareil, des deux tiers antérieurs de la langue. Donc si on résume, si on fait vraiment un raccourci, le nerf lingual, ça va s'occuper de la sensibilité et de la sensorialité des deux tiers antérieurs de la langue, mais en tant que tel, c'est le nerf lingual, il fait que la sensibilité parce qu'il naît d'un nerf sensitif et il a des branches qui le rejoignent d'un autre nerf, la corde du tympan, qui lui s'occupe vraiment de la partie gustative. C'est des petites subtilités anatomiques, mais pareil, c'est important en physiopathologie parce que en fonction, si on a une atteinte et pas l'autre, ça peut orienter sur où se trouverait une lésion, qu'est-ce qui fonctionne pas, et donc remonter petit à petit à l'origine et à la cause. Donc, on a fini avec le nerf lingual, maintenant on va passer à la neuvième paire de nerfs crâniens. La neuvième paire de nerfs crâniens, c'est le nerf glossopharyngien. Le nerf glossopharyngien, il est représenté ici. Le nerf glossopharyngien, donc pareil, donc il va naître au niveau du tronc cérébral dans le crâne, il va sortir du crâne, cette fois par un autre foramen, il va sortir par le foramen jugulaire, en fait le foramen par lequel sort également la veine jugulaire. Pas de choses spécifiques sur sa description, donc voilà, il va descendre et donc il va partir innerver toute la partie donc pharyngienne de la langue et aussi vu qu'il passe pas loin de la zone de l'oreille ici, donc c'est coupé mais c'est la zone où il y aurait l'oreille, il va donner des fibres au niveau du conduit auditif. Donc ce nerf, il est extrêmement important et notamment il est extrêmement important pour tout ce qui va être déglutition. Lui, il a tous les rôles, moteur, sensitif, sensoriel et sécrétoire. Moteur, vu qu'il va donner des fibres motrices pour les muscles pharyngés, globalement, il va être important dans le temps pharyngé de la déglutition. Sensitif, on l'a dit, donc au début, il va passer proche de l'oreille, donc il va s'occuper de la caisse du tympan, qui va donner un petit peu des fibres pour l'arrière du nez. Le nez sera à peu près à cette hauteur, hein, vu qu'on a la langue et la bouche ici, le nez va être à peu près ici. Il va donner des fibres sensitives sur l'oropharynx et surtout, il va donner notre sensibilité qui nous manquait. Tout à l'heure, on parlait de la partie antérieure de la langue, mais marquer la partie postérieure. Et que ce soit la sensibilité ou la sensorialité, tout le tiers postérieur de la langue, ça va être lié à ce 9 globalement. Et enfin, il va donner des innervations pour la sécrétion parotidienne. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne l'ai pas représenté sur le schéma. Pareil, ça ferait un schéma beaucoup trop lourd et compliqué. Juste, donc, la majorité d'entre vous doivent connaître aussi. Il y a une glande qui s'appelle la glande parotide. La glande parotide, donc, visuellement, c'est la glande qui va être juste ici, globalement, en avant de l'oreille. On a une glande ici qui est une glande salivaire. Et donc, les fibres qui naissent du glossopharyngien avec des ganglions un petit peu spécifiques vont permettre la sécrétion de salive de cette langue, donc encore une fois, qui est utile pour la déglutition. On enchaîne avec le nerf vague qui va être le gros du sujet. Donc le nerf vague, c'est le nerf 10, la dixième paire de nerfs crâniennes, et c'est quasiment le plus important, on va dire, sans négliger, du nerf dans tout ce qui est physiopathologie de la laryngophoniatrie. Alors, ce nerf vague, pareil, il va naître au niveau du crâne. Tant qu'il est encore dans le crâne, il va donner un premier ganglion qui va pas trop nous intéresser aujourd'hui. On le cite pour savoir, c'est le ganglion supérieur. Voilà, il est intracrânien qui donne des rameaux méningés, des rameaux auriculaires. On va pas en dire plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une fois qu'il aura passé le foramen jugulaire ici, donc comme le 9.
Donc, il va donner un ganglion qu'on appelle un ganglion inférieur. Donc, ganglion inférieur, c'est ici, juste avant la division que vous voyez là. Donc ce ganglion inférieur, il va s'occuper de donner le plexus pharyngien, donc il s'occupe de l'innervation des constricteurs moyens du pharynx, qu'on a vu qui était à l'arrière, et il va donner le nerf laryngé supérieur que l'on voit évoluer ici jusqu'à rejoindre le larynx en rentrant au niveau de la membrane thyroïdienne comme l'artère laryngée supérieure dont on avait parlé avant. Donc ça, c'est le ganglion inférieur. On continue le trajet du disque, donc il continue à descendre tout droit, et en descendant tout droit, clac, il va se positionner, on va commencer à le perdre, en fait, il va se positionner entre l'axe carotidien et l'axe jugulaire. Il va continuer à descendre, il va donner différentes branches, donc on va pas toutes les décrire, hein, notamment donc d'innervation pour les différentes structures qu'il va croiser. Et beaucoup plus bas, il va donner les nerfs laryngés inférieurs, qu'on appelle aussi nerfs récurrents, qu'on va voir en détail après, qui vont s'occuper justement de l'innervation, notamment principalement des muscles intrinsèques du larynx. Donc voilà, c'est un nerf qui est sensitif au moteur, il donne des afférences sensitives, des afférences motrices, et donc nous, il nous intéresse surtout par le biais de son plexus pharyngien, de son nerf laryngé supérieur, de son nerf laryngé inférieur. On continue, le nerf accessoire. Le nerf accessoire, c'est la 11e paire de nerfs crâniennes. Enco- tout est de coutume, ça continue. On sort encore du foramen jugulaire, donc toujours du même endroit, donc le 11 représenté ici. Et ce nerf 11, lui, il va partir très rapidement en postérieur et il va rentrer dans le muscle sternoclédomastoïdien que l'on ne voit pas sur ce schéma parce qu'il a été retiré, sinon il masquerait toute la zone. Bon, ce nerf accessoire, bon, il y a une branche interne qui va rejoindre le nerf vague et la branche qui va nous intéresser surtout, ça va être la branche externe qui va dans le muscle sternoclédomastoïdien parce que il va s'occuper de l'innervation de ce muscle sternoclédomastoïdien. Et donc du coup, on en vient à quoi il sert ce muscle sternoclédomastoïdien? Il sert pas juste à faire la limite antérieure et latérale de la région cervicale qu'on a vu avant. Il va permettre, par sa contraction, la rotation de la tête et l'élévation de l'épaule. Et ben là, ça nous intéresse, c'est la rotation de la tête. Pourquoi ça nous intéresserait dans notre cas à nous? Et ben là, notamment les orthophonistes doivent le savoir, c'est pour tout ce qui est rééducation. Chez certaines personnes, il y a des difficultés au niveau de la déglutition et on peut leur donner des manœuvres positionnelles. Ces manœuvres positionnelles, ça va être notamment tourner la tête, pencher la tête. Donc une partie de ça, c'est lié au muscle sternoclédomastoïdien et donc à notre aire accessoire. Donc c'est important de savoir parce que si le patient, son nerf accessoire ne fonctionne pas parce qu'il a une chirurgie au niveau cervical, hein, qui peut être une chirurgie cervicale qui lui a aussi donné son problème initial, on va pouvoir mettre en place plus difficilement, voire pas du tout, ces solutions. Il va falloir trouver autre chose. C'est important un petit peu de connaître. Dernière paire de nerfs crâniennes dont on va parler, c'est le nerf hypoglosse, c'est le nerf 12. Donc le nerf hypoglosse, cette fois, il va pas naître du foramen jugulaire. Le nerf hypoglosse, le nerf 12, il va naître du canal hypoglosse. D'accord? Donc c'est un autre trou au niveau de la base du crâne. Ce nerf hypoglosse, quand il va naître, il va suivre le ventre postérieur du muscle digastrique. Alors, le muscle digastrique, quel est-il? C'est en fait un muscle qui est ici. Il va en fait commencer au niveau de la mastoïde et il va finir sur la mandibule et il va faire une réflexion au niveau de la petite corne de l'ossuaire qu'on est à l'heure et on dit digastrique parce qu'en fait en faisant cette réflexion ça fait comme s'il y avait une première grosse partie charnue et une deuxième grosse partie charnue, donc comme s'il y avait deux corps avec un ligament qui les rejoint. Et donc le 12, c'est pour ça, une fois qu'on a vu où était le muscle gastrique, on peut le suivre. C'est ce nerf qui va descendre ici, 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 et qui va suivre en fait votre ventre postérieur du digastrique, puis avancer devant, et enfin s'étaler ici sur le muscle dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, le muscle hyoglosse et les autres muscles de la langue.
Bah, ce nerf hypoglosse, il va à la langue et il va s'occuper globalement de la motricité de la langue. Encore une fois, très important, la motricité de la langue, notamment pour tout ce qui est déglutition, mais aussi pour tout ce qui est articulation. Petit bonus, le nerf hypoglosse, en dehors de son trajet principal, encore une fois, voilà ce grand trajet qu'on a là, il va donner une autre branche. Juste ici, vous voyez, qui se divise et qui donne une autre branche. Cette branche qui va descendre dans le cou, pareil, le nom est assez simple, c'est la branche descendante du 12. Cette branche descendante du 12, elle va aller s'anastomoser avec d'autres branches nerveuses qu'on va voir juste après pour donner ce qu'on appelle l'anse cervicale. C'est littéralement une anse au niveau cervical. Et cette anse cervicale est importante aussi parce que c'est de cette anse cervicale que va partir les différentes racines pour innerver les muscles infrahyoïdiens et donc permettre l'élévation du larynx. On arrive sur la fin des nerfs cervicaux et donc on va juste rapidement parler des racines. On l'a dit au début, il y avait 7 vertèbres au niveau cervical qui vont de C1 à C7. Entre ces vertèbres vont naître des racines cervicales qui, elles, par contre, ne sont pas 7 mais 8 parce entre les vertèbres, donc on va en avoir une en plus, donc ils vont aller de C1 à C8. Donc elles vont naître en postérieur, elles ont plusieurs fonctions. Nous, il y en a trois globalement qui vont nous intéresser. C'est les racines C2 et C3 parce que c'est les deux racines qui vont fusionner avec la branche descendante du 12 qu'on a vu avant pour donner l'anse cervicale. Et la racine C4 parce que c'est elle qui va donner ensuite des fibres pour le nerf phrénique qui permet la motricité du diaphragme. Et le diaphragme, bah, c'est important pour la respiration. Et on sait que la respiration, c'est aussi important pour la phonation. Donc là, voilà, on a vu tous les nerfs crâniens et les racines cervicales qui nous intéressaient, donc au niveau de la région cervicale. On va juste faire un point pour terminer sur les nerfs laryngés. On les avait rapidement décrits quand je vous ai parlé du nerf vague, donc les nerfs laryngés supérieurs et les nerfs laryngés inférieurs ou nerfs récurrents. Là, on va les décrire un peu plus en détail parce que c'est vraiment des nerfs qui vont être très importants pour nous. Alors, pour ça, on va se repositionner sur un schéma de face, donc le schéma qu'on avait vu tout à l'heure de la vascularisation, où on a repositionné donc notre bloc laryngotrachéal, notre crosse de l'aorte avec nos artères carotides communes et subclavières gauche qui naissent directement de là, le tronc brachiocéphalique, artériel brachiocéphalique droit qui va ensuite donner les subclavières et carotides communes et donc les veines qui font tout en parallèle. Donc, on repositionne tout d'abord notre nerf vague, nos deux nerfs vagues. Donc, comme je vous l'ai dit, là, je les ai mis en pointillé au début parce que c'est bien ça. Ils sont situés entre l'axe carotidien et l'axe jugulaire. Donc, ils vont descendre et ils vont continuer à descendre très très bas au niveau thoracique et même abdominal. Globalement, juste savoir que le nerf vague du côté gauche va finir par donner ce qu'on appelle un tronc antérieur. Donc, il va petit à petit tourner pour se mettre en antérieur, alors que le nerf vague droit, lui, il va être plutôt postérieur et donner ce qu'on appelle un tronc postérieur. Bon, ça c'est juste pour définir la fin du trajet du nerf vague. De ce nerf vague vont naître les nerfs laryngés supérieurs. Donc on a dit les nerfs laryngés supérieurs tout à l'heure, ils vont naître du ganglion ganglion inférieur du nerf vague, donc premier ganglion qui va être au niveau cervical, qui donnait également des branches au niveau du constricteur, hein, le plexus pharyngien, mais c'est là que va naître le nerf laryngé supérieur. Donc là, pas trop de difficultés. Droite et gauche, ça va être exactement pareil. Donc on a ce nerf laryngé supérieur qui va naître donc un petit peu là-haut de notre ganglion, qui va venir cheminer sur la paroi latérale du pharynx et qui va arriver ici, à peu près au niveau de la membrane thyroïdienne. Et là, il va se diviser. Pareil des deux côtés. En un rameau interne, donc le rameau interne, c'est celui en fait que j'avais dit tout à l'heure qui va passer la membrane thyroïdienne.
Donc ça, c'est le rameau vraiment sensitif du nerf laryngé supérieur parce qu'il va s'occuper uniquement de sensibilité au niveau du larynx, le dos de la langue, parce que la langue est pas très loin derrière, l'épiglotte, qui d'ailleurs fait partie du larynx, et la sensibilité aussi au niveau des cordes vocales. D'accord. Ce rameau interne du nerf laryngé supérieur, il suit au passage l'artère laryngée supérieure dont on avait parlé tout à l'heure, hein, qui était une branche, on va dire, commune avec l'artère thyroïdienne supérieure. Ici. Voilà l'artère laryngée, j'ai mis de l'autre côté, je ne l'ai pas mis là. On a l'artère laryngée supérieure et l'artère thyroïdienne supérieure qu'on avait décrit. Donc, ce nerf laryngé supérieur, une fois qu'il a donné le rameau interne, il continue en bas et il donne un autre rameau qui va s'appeler le rameau externe, simplement parce qu'il va rester plus longtemps à l'extérieur. Ce rameau, il va suivre cette fois, lui, l'artère thyroïdienne supérieure. C'est pour ça que j'ai reparlé de ces artères. Et ce rameau, il va permettre encore une fois la sensibilité du larynx, donc le reste de la sensibilité du larynx vers le bas. Mais surtout, il va avoir un muscle moteur sur le constricteur inférieur du pharynx et surtout sur le muscle cricothyroïdien qui, vous le verrez dans les cours d'anatomie un peu plus fines du larynx, qui sera le seul muscle intrinsèque du larynx qui n'est pas sous la dépendance du nerf laryngé inférieur, mais sous cette dépendance du laryngé supérieur. Ce muscle cricothyroïdien, il nous est utile en quoi? Cricothyroïdien, c'est le muscle qui va être entre le cricoïde et le thyroïde. Sa contraction permet la bascule du thyroïde. Il va permettre notamment de moduler la longueur des cordes vocales. C'est pour ça qu'en physiopathologie, globalement, on dit que quand on a une atteinte du nerf laryngé supérieur, on a une atteinte au niveau de la modulation de la voix, notamment pour le chant. Donc ça, c'est le nerf laryngé supérieur. Droite-gauche, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de changement. Il reste par contre les nerfs laryngés inférieurs. Et donc là, par contre, on va les prendre au détail, donc le gauche puis le droit, parce qu'il y a des différences. Et c'est là qu'on va comprendre pourquoi c'était important de bien comprendre la naissance des artères différentes. Donc le nerf laryngé inférieur gauche. Donc le nerf laryngé inférieur, les nerfs laryngés inférieurs, on a dit c'est des branches toujours de notre nerf vague, mais plus bas. Donc le nerf laryngé inférieur, lui, il va naître en fait au niveau du nerf vague lorsque celui-ci va être proche de la crosse de la horte et il va faire en fait ce qu'on appelle une récurrence. C'est pour ça qu'on appelle en fait les nerfs laryngés inférieurs des nerfs récurrents. C'est parce qu'il faut une récurrence, en fait, il faut une boucle. Donc on a notre nerf vague gauche qu'on suit, qu'on suit, qu'on suit, qu'on suit, qu'on suit, et paf, à un moment donné, il va donner le nerf laryngé inférieur. Sauf que ce nerf laryngé inférieur, il est très bas, il est né au niveau thoracique, sauf qu'il va servir pour quelque chose de cervical. Donc il remonte, c'est pour ça qu'il fait cette boucle. Il fait cette boucle sur la structure qu'il a juste à côté de lui. La structure qu'il a juste à côté de lui, c'est la crosse de l'aorte. Donc il va faire sa récurrence sous la crosse de l'aorte avant de remonter, tac, 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 petit à petit au niveau cervical. Et donc il a un trajet cervico-thoracique. Il va finir en arrière de l'articulation crico-arytenoïdienne dans lequel il va rentrer dans le larynx et il va s'occuper de l'innervation de tous les autres muscles intrinsèques du larynx et globalement c'est celui qui va permettre l'abduction et l'adduction de la corde vocale gauche. Donc ça c'est le nerf laryngé inférieur. Si on prend le nerf laryngé inférieur du côté droit cette fois, alors c'est pareil, on a le nerf vague qu'on va suivre et à un moment donné, il va nous donner le nerf laryngé. Sauf qu'on se rappelle que du côté droit, il y avait un tronc artériel commun qui se divisait ensuite. Et donc là, le nerf laryngé inférieur, il va naître juste ici, au niveau de ce tronc artériel commun, et il va faire sa récurrence en dessous de ce tronc. Donc il est né en cervical, il est resté en cervical, il fait la récurrence autour de cette structure-là, et il va ensuite remonter petit à petit pour faire ensuite pareil que l'autre nerf, finir derrière dans l'articulation crico-arythénoïdienne, rentrer dans le larynx, s'occuper de l'innervation motrice de l'abduction, l'adduction de la corde vocale droite. Mais la récurrence n'est pas la même. Et ça, c'est important, cette récurrence, parce que vu que on fait le tour pas au même endroit, alors déjà, il n'y a pas les mêmes pathologies qui peuvent possiblement les abîmer, mais surtout, leur trajet, quand ils vont remonter,
ne vont pas être les mêmes. Et donc ça, c'est important, notamment, bah, j'en reviens à ce qu'on avait commencé à décrire au début, la glande thyroïde qui est juste ici. Ces nerfs, ils passent vers la glande thyroïde. Donc, quand on fait de la chirurgie de la thyroïde, il y a un risque de les abîmer. Et ils n'arrivent pas selon le même trajet, selon si on est du côté droit ou du côté gauche. Donc, des fois, on peut se faire piéger si on ne connaît pas ça, si on ne fait pas attention lors de la chirurgie. On a vu donc là la totalité de bases. Donc, c'était des bases. Il y avait beaucoup d'informations, mais c'est vraiment des bases simples. On n'est pas rentré dans le détail. On va avoir des cours. Il va falloir bien entendu, alors, pour ceux qui connaissent déjà ça, bon, c'était juste des révisions. Pour ceux qui n'ont jamais vu encore ça, bah, ils vont devoir, je pense, revoir plusieurs fois ce cours. C'est important, encore une fois, ça a l'air anodin, toutes ces informations pour qu'on ne parle d'artères, de veines ou autre. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse pour la mobilité. Mais en fait, ça va nous servir beaucoup à repérer et surtout à comprendre tous les cours de physiopathologie qui vont vous être donnés, notamment par le professeur Giovanni et tous les autres intervenants tout au long de ce DSIU. Si vous avez des questions, des choses qui n'ont pas été claires, que vous voulez préciser, vous pouvez m'envoyer un mail directement et j'essaierai d'y répondre, bien entendu, avant la fin du DU. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Bon courage et bonne chance pour la suite. Au revoir.